Bonsoir, bienvenue ce vendredi bien ensoleillé, mais à la Cinémathèque suisse, nous aimons les défis, donc ça nous fait plaisir de vous voir quand même assez nombreux pour cette ouverture d'une 3e édition de ce festival spécial, mini-festival, Ville et Cinéma. Alors, puisque vous êtes là, je suppose que vous connaissez tous et toutes déjà le thème du débat, donc qu'on a choisi cette année, la mobilité, un thème bien évidemment très cher à tout habitant des grandes métropoles du monde, mais aussi à tous les habitants de l'arc lémanique, bien évidemment. Donc, vous avez peut-être étudié déjà le programme. Nous avons décidé pour cette programmation spéciale de demander le soutien et la collaboration du canton de Vaud et du canton de Genève, et je les remercie évidemment pour cette participation. Et comme on parle de mobilité, le cinéma est mobile aussi, et donc nous avons aussi proposé au cinéma du Grutli de Genève de participer à cette aventure. Alors, vous le savez peut-être pas, le cinéma du Grutli de Genève, depuis le début de l'année, est une salle associée de la Cinémathèque suisse, et donc en fait, à partir de demain, pour la première fois, les films qu'on va proposer à la Cinémathèque suisse, notamment dans les salles du Casino de Montbenon, vont être proposés en même temps aussi au cinéma du Grutli. C'est une première, et on espère bien évidemment de faire encore un temps, comme c'est une salle associée, de faire d'autres collaborations et programmations ensemble au Grutli. Alors, vous l'avez étudié peut-être, s'il s'agit d'une programmation très diversifiée, elle s'adresse à un public large, c'est ce qui nous intéressait pour pousser évidemment au débat et à la réflexion autour du thème de la mobilité. Donc il y a des grands classiques de Buñuel à Scorsese, il y a un Comincini, il y a aussi un grand classique du cinéma suisse romand, les Petites Fugues d'Yves Yersin. Il y a aussi un Tarantino, et comme justement on voulait s'adresser à un public, merci beaucoup, très large, ça nous a semblé aussi important de prévoir et de proposer une séance spéciale pour les plus petits, pour les enfants, et donc dimanche, de nouveau en même temps à Lausanne et à Genève. À Lausanne, ici, au Capitole, on va proposer à 11h Cars, qui, à ce qu'il paraît, est un grand classique pour les petits, on me dit, les parents me disent, et donc on fait cette projection en collaboration avec la Lanterne Magique, qui va proposer une animation autour du film, et donc on espère de voir beaucoup d'enfants. Je vous souligne d'ailleurs que les petits, jusqu'à 16 ans, ils vont pouvoir profiter de ces films gratuitement. Alors, avant d'élancer les danses et de proposer cette belle programmation cinématographique, évidemment, il nous semblait aussi important de nous confronter avec vous, le public, de lancer un débat et une discussion. Et donc c'est pour cela que Marc Moulin, journaliste du Temps, va animer cette table ronde qui va commencer dans quelques secondes. J'en profite, avant de passer la parole à Marc, qui va évidemment vous présenter les intervenants, de remercier à nouveau le canton de Vaud et le canton de Genève, et je salue la présence de Madame la conseillère d'État de Genève, Michel Kunzler, pour son soutien et sa participation. Elle est du département de l'Intérieur, de la Mobilité, et Monsieur le conseiller d'État du canton de Vaud, François Martaler, en charge du département des infrastructures. Je laisse la parole à Marc, va présenter tous les participants, et je vais reprendre la parole à la fin de la table ronde pour vous inviter à un apéro. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Bien, merci à la Cinémathèque pour cet accueil, et merci à tous d'être venus ici à Lausanne, au cœur de cet arc lémanique qui, ces dernières années, a vu d'ailleurs beaucoup de gens venir. C'est une région qui bouge. Sur la première décennie du millénaire, la population de Vaud et Genève a augmenté plus vite que la moyenne suisse, c'est 14% de plus pour cette région, au lieu de 9% moyenne nationale. Un nombre d'emplois qui progresse de 16% contre 10% en moyenne nationale. Et puis, corollaire, le nombre de voyageurs qui double sur la ligne Lausanne-Genève durant la dernière décennie.
un nombre qui s'établit à 50 000 voyageurs par jour en 2010 et qui pourrait encore doubler d'ici à 2030. Il y a des prévisions d'ailleurs qui donnent carrément le tournis. On s'attend à ce qu'il y ait 350 000 habitants en plus d'ici à 2040. Ça fait une hausse de 30% et c'est très largement supérieur à ce qui est attendu en moyenne suisse. C'est donc vraiment une région qui bouge, mais le paradoxe d'une région qui bouge, c'est le bouchon. D'ailleurs, j'ai failli faire le lapsus. C'est la paralysie des mouvements, car les infrastructures ont un tout petit peu du mal à suivre le mouvement. Heureusement, il y a plein de projets qui sont dans le pipeline pour nous éviter de goûter aux joies du dynamisme immobile. Le problème, c'est qu'il coûte assez cher. Et pour ne parler que du rail, qui sera le thème essentiel de ce débat, vu les intervenants qui sont invités, on estime qu'il faudra de 2,5 à 3 milliards de francs pour développer l'ensemble du concept ferroviaire Léman 2030, qui est développé par les partenaires qui sont représentés autour de cette table. Je vous les présente, enfin, pour certains d'entre eux, je les représente. Michel Künzler, conseillère d'État genevoise, ministre des Transports à Genève, son homologue. Monsieur François Martalère, ça y est, je savais que j'allais me planter. Conseiller d'État donc chargé des infrastructures, mais c'est aussi les transports. On part maintenant au niveau national avec Pierre-André Mérat, directeur suppléant de l'Office fédéral des transports. C'est donc le numéro 2 de cet office qui a l'administration fédérale supervise, planifie, contrôle, autorise aussi tout ce que la Suisse compte comme chemin de fer. Philippe Gaudron, membre de la direction des CFF, chargé des infrastructures, lui aussi. Les infrastructures étant l'un des 4 grands piliers de l'ancienne régie fédérale. Et enfin, nous avons aussi un universitaire, Sébastien Munafo, qui est géographe, spécialiste en mobilité, sociologie de la mobilité, tant à l'EPFL qu'à l'Université de Genève, qui possède dans l'Observatoire de la mobilité. Absolument. Voilà. Quant à moi, j'ai déjà été présenté, Marc Moulin, journaliste au Temps. Je suis assez incompétent sur le sujet, et comme ça, s'il y a d'autres néophytes dans la salle, ils se sentiront moins seuls. Après quelques tours de table, le public va pouvoir poser des questions. Donc maintenant sur le débat, on l'a dit, ça bouchonne, ça sature entre Lausanne et Genève. On voyage parfois debout dans les trains. Je vais tout de suite me tourner vers le niveau national. Par exemple, Monsieur Mérat, au hasard. Je voulais bien ouvrir les feux, ça vous va? Est-ce qu'à Berne, on réalise vraiment l'ampleur des besoins de mobilité qui vont croissant dans la région lémanique, ou est-ce que Berne, c'est trop loin? Non, Berne a pris conscience depuis quelques années déjà de l'évolution dans la région lémanique. Ça, c'est dû à l'intervention aussi des politiciens locaux et régionaux, mais c'est aussi dû au fait qu'on arrive à lire des chiffres tout seul. Et il y a une évidence qui se présentait, et on en a saisi l'ampleur, clairement. Comment ça se fait que ça mette autant de temps à se transcrire sur la réalité? Entre le moment où vous décidez d'investir quelque chose et le moment où l'investissement a lieu, il y a des dizaines d'années qui peuvent s'écouler. Et c'est ça le problème. On a pris conscience, je dirais, dans les années 2000 de l'évolution qui se passait ici, et maintenant on est en train de discuter comment est-ce qu'on fait, quels projets on fait, comment on les fait, comment est-ce qu'on les finance. Et ça prend effectivement beaucoup de temps. Et puis il y aura des luttes qui vont avoir lieu, il ne faut pas non plus être d'une naïveté trop naïf. Il y aura des luttes parce que entre régions, effectivement, où on sent que la Suisse vit à l'heure actuelle une période où elle se restructure, où les poids sont redistribués entre les différentes régions. Et les régions qui jusqu'à présent ont bénéficié passablement d'argent ne laisseront pas partir l'argent de la Confédération aussi facilement dans d'autres régions. Chez nous, par exemple. Voilà. Philippe Gaudron, la part modale des transports publics à Zurich, c'est 35%. Sur l'arc lémanique, c'est 16%. Comment ça se fait que vous ayez laissé échapper un marché pareil? Vous devez être alléché, là. Je crois que nous n'avons rien laissé échapper du tout. Je crois qu'on a tout à fait pris conscience de la situation. Et ce qui me plaît beaucoup ici, c'est qu'en Suisse romande, depuis la moitié du début de 2005, 2006, 2007, on a eu un changement, une prise de conscience, non seulement des CFF et de l'OFT qui sait lire, mais aussi des cantons. Et je me souviens que durant les années 1990, 95, 96, on était soumis à des revendications, on exigeait la troisième voie, on exigeait des tas de choses. Et puis depuis, on travaille ensemble, et puis on réalise un certain nombre de grandes choses. Pour le moment, au niveau des principes, au niveau des concepts,
et puis on passe peu à peu à la réalisation. Et si j'en prends pour preuve les différents articles de journaux, quand on veut réaliser ces grands projets, ça ne se fait pas toujours facilement, et on est vraiment content d'avoir ici le soutien des autorités cantonales et communales, à Genève des autorités cantonales, en partie communales. On espère que ça se concrétise encore un peu plus, parce que ça ne sert à rien d'avoir de belles idées. On vous expliquera. Ça ne sert à rien d'avoir de belles idées si on ne peut pas les réaliser. Je crois qu'on avance dans ce pays que si les gens travaillent ensemble et tirent la même corde. Je crois qu'on a compris cela ici en Romandie. Je crois que c'est aussi maintenant un modèle qu'on commence à réexporter en Suisse allemande, où on préfinance l'étude de projet jusqu'au niveau de l'avant-projet pour qu'on puisse après, une fois que c'est décidé, commencer la réalisation. Alors j'étais pas plus tard que ce matin dans la région du nord-ouest de la Suisse, à Liestal, où on a proposé aux gens de Bâle-Campagne un accord similaire à celui de Léman 2030. Et ça fait assez plaisir. Et ça va marcher à Bâle? Ça va marcher à Bâle. D'accord. Bon, je peux juste en glisser une. Mais bien sûr, mais je comptais bien vous passer la parole entre les quatre, mais allez-y, puisque vous la prenez. J'ai envie de bondir d'abord pour remercier les représentants de l'OFT et des CFF pour le commentaire favorable sur le réveil, on va dire, politique. Mais j'aimerais encore remercier les usagers, parce qu'en réalité, c'est un petit peu ça l'histoire. Il y a eu un point d'inflexion, c'est la mise en service de l'horaire Rail 2000, qui était le résultat de ce grand concept à l'échelle nationale, qui a dopé la demande dans cette région. Alors, on avait déjà un retard à rattraper, et tendanciellement les romans vont se mettre à se déplacer comme le font depuis des années, voire des décennies, les Zurichois ou les Bernois, pour prendre ces deux exemples. Mais en plus de ça, il y a eu un effet d'attraction. Il y a eu le métro M2 qui est venu se rajouter, des réseaux améliorés de transport public tant à Genève qu'à Lausanne. Bref, un système véritablement attractif, véritablement alternatif. Et je crois qu'il faut vraiment remercier les usagers. 50% d'augmentation de la clientèle, rien que depuis ce changement d'horaire. Donc on est sur 5 ans. Je crois qu'on a aussi fait des progrès dans l'horaire, dans le matériel roulant. Mais on peut aussi dire que la saturation du trafic routier nous aide aussi. J'entends, c'est clair que si on se déplace moins vite sur la route, les gens sont plus enclins à utiliser les transports publics. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va nous aider. Avec toutefois, si je puis me permettre d'en glisser encore une petite contre mon voisin de gauche, juste signaler que cette congestion sur les routes, effectivement, peut amener des gens à utiliser les transports publics, mais il y a une limite à ce mécanisme, c'est notamment la congestion, par exemple entre Lausanne et Genève, de toutes les jonctions autoroutières, qui fait que les transports publics de rabattement sur les gares CFF ne fonctionnent plus, et on ne peut plus donner la correspondance, donc les gens finissent par jeter l'éponge. Donc, oui, à part ça, il y a on pas est de dans une routes qui approche sont saturées, le rail est parfois aussi, on voyage parfois debout entre Genève et Lausanne. mais il est important, dès le début de ce débat, vous avez dit tout à l'heure qu'on allait essentiellement parler de transport public, voire de rail. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui a aussi changé, c'est que l'approche des pouvoirs publics n'est pas idéologiquement cantonnée sur un domaine ou sur l'autre. On est vraiment dans une approche multimodale, et j'y ajouterai encore les mobilités douces, la marche à pied, le vélo, qui complètent le dispositif qui permettent aux gens de se déplacer efficacement, quel que soit le mode. D'accord, je vais me tourner vers Michel Künstler. Bon, on dit qu'il y a une prise de conscience à Berne. Cela dit, on parle aussi d'un effort de rattrapage à faire pour cette région, ce qui veut quand même bien dire qu'elle a été laissée pour compte à un moment donné. Est-ce qu'il n'y a pas une autocritique aussi à faire de la part des autorités de Suisse romande? Qu'est-ce qui a cloché? Quelle a été cette difficulté à se faire entendre à Berne? Et qu'est-ce qui peut changer à ce niveau? Bon, ce qui a été difficile, je pense, pendant des années, voire des centaines d'années, le rail n'a jamais été, en tout cas du côté genevois, vraiment quelque chose d'important. On a le réseau le moins développé, mais là on vient d'obtenir enfin une victoire, puisque vous avez vu que toutes les autorisations sur le CEVA sont enfin données. On va enfin pouvoir, après, on fête ça, le 100e anniversaire de l'accord qui prévoyait de relier Cornavin à Annemasse, eh bien, l'année du 100e, quasiment jour pour jour, on va pouvoir enfin
aller de l'avant sur ce projet. Vous savez que, pour l'anecdote, cet accord fixait comme délai pour le premier coup de pioche le 1er janvier 1918. Oui, on l'a oublié. Voilà, il vaut mieux l'oublier. Non, ce sera 2018 pour l'entrée en service. Voilà. Donc voilà, on est presque juste à quelques chiffres près. En petit 100 ans de retard, Voilà. c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'on doit plus s'impliquer et on a commencé aussi, c'est de faire les mêmes alliances que les cantons alémaniques. Là, on a vu dernièrement dans le Bund que les 14 cantons autour de Zurich se mobilisent de nouveau pour prendre leur part du gâteau, alors qu'ils ont déjà des gares souterraines à 2 ou 3 niveaux, enfin plein d'éléments, et nous, on n'a même pas encore commencé à étendre notre gare. Et là, on doit se mobiliser, puis c'est ce qu'on a fait avec les Vaudois, c'est exceptionnel aussi à souligner, c'est qu'il y a vraiment un changement de cap. On est maintenant dans cette métropole Effectivement, lémanique. que Genève et Vaud se mettent ensemble, c'est une historique. révolution, il faut le dire. Maintenant, ça fait 2 cantons et il y en a 23. Donc, je pose la question aux 2 conseillers d'État, comment vous allez faire pour élargir ces alliances? Parce que ce n'est pas à 2 cantons que vous allez renverser la vapeur, il en faut plus pour créer une alliance aux chambres et décrocher le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Il faudra trouver d'autres cantons, d'autres entités comme Bâle ou d'autres villes qui seraient dans le même cercle, et faire comprendre aussi que la métropole lémanique, c'est la 2e entité économique. Quand même, le poids économique de cette région, ce qu'on contribue à la RPT, donc la péréquation nationale, est énorme. Donc on ne voit pas pourquoi on devrait payer et jamais être pris au sérieux comme capital économique. Justement, moi à ce titre-là, j'aimerais quand même me retourner une fois de plus vers Verne, et après je vous passe la parole, monsieur Munafo, mais vers nos interlocuteurs fédéraux, que ce soit l'OFT ou les CFF. Vous dites, c'est bon, on a pris conscience, tout va bien. En préparant ce débat, de nouveau, moi j'ai fait 2-3 découvertes archéologiques comme ça. La 2e voie Genève-Lausanne, je ne savais pas ça, mais elle a été bâtie en 1879. C'est-à-dire il y a 130 ans. Et là, on peine comme des malades à essayer d'obtenir une 3e voie. Elle est réalisée sur certains tronçons, mais enfin, pour la plus grande partie du trajet, on est encore sur les capacités de transport qui ont été créées il y a 130 ans. Donc venir nous dire, oui, il y a une grande prise de conscience, maintenant c'est bon, c'est quand même dingue. Mais je crois qu'entre-temps, on s'est rendu compte que le mythe de la 3e voie de bout en bout, c'était pas forcément ce qu'il fallait pour répondre aux besoins de l'arc lémanique et aux propositions d'offres qu'on a mis ensemble au point. Et ce qu'on a besoin, c'est de vraiment développer les 2 nœuds ferroviaires que sont Lausanne et Genève, parce que c'est là que cela coince, c'est pas forcément entre Lausanne et Genève. Et puis ce qui coince aussi, c'est l'accès à ces 2 nœuds qui doit être, lui, notablement développé par des installations avec 4 voies, avec des sauts de moutons. Et ça, c'est très compliqué. Et c'est cher. C'est très cher. Et ça a des emprises qui créent évidemment quelques inconvénients pour les gens qui habitent au... Oui, alors on va reparler des cas des... C'est cela qui est nécessaire, parce que ça ne sert à rien. rien d'avoir 3 voies de bout en bout si vous ne pouvez pas amener les trains là où les gens veulent aller dans les centres. Oui. Et je crois que ça, c'était une première grande prise de conscience des cantons de l'OFT et des CFF, où on s'est mis d'accord, voilà, ce qu'il faut pour développer l'offre ici, dans l'arc lémanique, ça n'est pas forcément une 3e voie de bout en bout, mais des nœuds qui répondent vraiment aux défis qu'on doit résoudre, avec des voies d'accès qui répondent à cela. Et ça, c'est des investissements colossaux et compliqués. Imaginez-vous la gare de Lausanne qui doit être complètement refaite en maintenant pratiquement le trafic tel qu'il est aujourd'hui. C'est une œuvre assez redoutable qui nous attend et ambitieuse pour les ingénieurs. C'est vraiment un défi très très important. C'est pas simplement poser une double voie ou une 3e voie en pleine campagne, c'est vraiment dans le cœur des Il ne faut pas juste élargir le tuyau, mais il faut que les robinets aux extrémités suivent aussi. Voilà. Monsieur Martella, je voulais ajouter quelque chose, puis après, vraiment, je passe la parole à notre universitaire. Non, juste pour effectivement insister sur cette notion de 3e voie dont on entend parler, j'ai essayé de lutter contre ce concept qui ne correspond à aucune réalité ni projet concret pendant longtemps, puis j'ai fini par abandonner. C'est devenu un slogan qui voulait simplement signifier qu'il fallait des investissements importants entre Lausanne et Genève. La réalité, c'est qu'il y aura dans 10-50 ans des tronçons à 2 voies, des tronçons à 3 voies, certains tronçons à 4 voies. On a d'ailleurs développé
Lausanne-Renan à 4 voies, et puis des tronçons à 4 4 voies à voies Mi et Chambézy, à l'approche de Genève, pour permettre la cadence quart d'heure sur le RER Franco-Val de Genevois, comme il s'appelle encore. Puis l'autre chose que je voulais ajouter, c'est qu'on focalise vraiment sur Lausanne-Genève. La réalité, c'est qu'on est dans un système de transport et que les mêmes charges de trafic, les mêmes dynamiques d'augmentation de la clientèle, on les retrouve en particulier en direction de Montreux. Lausanne-Montreux, c'est à peu près aussi chargé, les trains sont aussi pleins, les gens parfois... Ça fait partie de la métropole aussi. Tout à fait. Et la métropole lémanique, il faut vraiment le souligner, c'est pas uniquement les deux pôles et les gares terminus, enfin l'une plus que l'autre, de Cornavin et de Lausanne. C'est un espace, et d'ailleurs le concept de... comment ça s'appelle Comment on dit non, mais le Raum Concept Schweiz, actuellement en discussion, je ne sais plus comment on l'a traduit en français, considère effectivement cette région au sens plus large, cette métropole lémanique. C'est un espace qui englobe aussi bien Yverdon que Aigle. Au fond, c'est toute cette région-là qui évidemment a un poumon en son centre, qui sont les deux agglomérations de Lausanne et Genève et Lausanne. Mais on a aussi, dans le même horizon de réalisation, des projets pour améliorer la situation en direction du Valais, notamment en agrandissant le gabarit pour permettre aux trains à 2 étages de circuler vers le Valais. Et ça, c'est des choses qui ne se font pas non plus très très facilement. Quand vous imaginez la topographie entre Lausanne et Aigle, il y a quand même quelques endroits qui ne sont pas faciles à traiter. Je me tourne vers notre universitaire, géographe, Sébastien Munafo. Quel est votre regard, vous, comme académicien, sur les politiques publiques menées? On voit qu'il y a des choses très politiques qui se jouent, ces alliances régionales pour obtenir la manne financière qui est destinée au transport. Est-ce que vous avez l'impression d'un développement cohérent de ce système de transport, ou est-ce qu'il est très déterminé politiquement par des choses qui n'ont rien à voir avec la construction cohérente d'un système de transport? Bon, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, on court un peu après les dynamiques qu'on observe. C'est-à-dire que dans cette région, on veut d'abord des pratiques. Derrière ce système de transport qui est évoqué aujourd'hui, on a d'abord des gens qui se déplacent. Et ils ne se déplacent pas pour le plaisir, ils ne se déplacent pas juste pour le plaisir de prendre le train parfois, mais c'est minoritaire. Derrière ce système de transport... Ils le font pour travailler. Ils le font pour travailler, mais pas uniquement. On le fait aussi pour faire des achats, pour voir ses amis, etc. Donc derrière ça, il y a un espace. Il y a un espace qui est pratiqué tous les jours. Et puis, à l'époque, il y avait ces deux pôles, qui étaient Genève et Lausanne, qui fonctionnaient comme des villes, disons, monocentriques. Et aujourd'hui, on voit des dynamiques qui sont à l'œuvre, qui les connectent. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est que derrière ces problématiques de transport, il y a avant tout de la mobilité. Et ça dépasse la problématique même de l'offre de train ou de route ou du giratoire, mais c'est bien finalement les projets des acteurs. Comment on produit la ville, comment on produit la richesse dans cette région, et c'est ça qui implique aussi la demande de transport. C'est la division, par exemple, du travail qui fait que une entreprise, on divise maintenant le lieu où on produit du lieu où on dirige. Et c'est ça qui implique la demande de transport. Et ça, c'est très présent aujourd'hui dans l'arc lémanique. Et je crois qu'il faut avoir ça à l'esprit pour un peu comprendre ensuite les défis qu'il s'agit de relever. Oui, mais on a remarqué que les gens se disaient « Ah ben chouette, quelle aubaine, on peut aller vivre très loin dans la campagne tout en étant proche du centre, on peut y payer des loyers moins chers. Donc dès qu'on offre, on fait monter la demande. » C'est vrai, c'est un jeu dynamique, mais en général, quand même, la demande précède de l'offre. On ne va pas, vu les coûts qui existent en matière d'infrastructure de transport, en général, on va effectivement investir de l'argent massivement là où la demande se fait sentir. On l'a cité tout à l'heure, c'est les usagers qui ont fait finalement monter cette métropole lémanique vers Berne, parce que les usagers, effectivement, sont debout dans les trains, ils sont énervés dans les voitures ou conjonctions autoroutières, etc. Donc c'est d'abord les pratiques. Et puis, effectivement, la demande, qui est la demande dite induite, existe. Mais je crois qu'il faut aussi distinguer les moyens de transport à ce niveau-là. Il y a une demande induite très forte lorsqu'il s'agit du système automobile, de la route, parce que le système automobile est très rapide, très flexible. Donc lorsqu'on va ouvrir une infrastructure de transport, on aura tout de suite une saisie de cette opportunité par les gens. En revanche, en matière ferroviaire, elle existe aussi, mais elle se fait à plus long terme. C'est ce qu'on a essayé de dire dans le cas du RER Franco-Val de Genevois, c'est que finalement, avec une offre de ce type, on a l'occasion de reconfigurer, mais à long terme, les changements et les modes de vie. Et c'est un peu ça, finalement c'est un pari sur l'avenir lorsqu'on parie sur le train.
Donc, je peux en glisser une petite, puisqu'on parle d'aménagement du territoire. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est la dynamique induite par la politique de la Confédération en matière de trafic d'agglomération. Ça, c'est l'exigence absolue de concevoir les infrastructures de transport en lien avec la planification de l'aménagement du territoire et de l'affectation du sol, à générer des approches totalement nouvelles. Des secteurs qui parfois s'ignoraient, les uns courant derrière les conséquences de ce que les autres avaient imaginé. Aujourd'hui, on est, de par cette politique de la Confédération, tenu de faire la démonstration que ça fonctionne à la fin. Alors évidemment, ce sont des politiques dont on va pouvoir constater la réussite et les bons résultats à 15 ou 20 ans. Hein. C'est vraiment ces horizons-là, que ce soit pour les dynamiques urbaines ou celles de la mobilité. Mais il me semble que l'orientation nouvelle qui est ici donnée est vraiment, on peut la qualifier de révolutionnaire. Mais alors justement, j'aimerais revenir peut-être sur cette notion d'aménagement du territoire qui est très connexe aux questions de mobilité, parce que finalement, plus on a en habitat étalé, plus les gens vivent loin de leur travail, plus ils vont devoir bouger. On sait maintenant qu'on a besoin d'investissements massifs pour permettre à ces gens de bouger, pour faire tourner la machine, l'économie aussi. Est-ce que c'est pas une clé aussi pour limiter nos dépenses, c'est de mieux maîtriser l'aménagement du territoire, de faire en habitat plus ramassé, faire en sorte que les gens aient moins besoin de bouger. Parce que sinon, on part dans une spirale infernale. Michel Cluzet, on a par exemple des problèmes très aigus avec la France voisine, qui n'est quasiment pas desservie. Exactement. Puis là, on est quand même en train d'essayer de créer des pôles d'urbanisation à travers notre projet d'agglomération pour avoir justement cette interface et construire là où on dessert, on a une bonne desserte. Et pour rebondir sur ce que disait M. Munafo, en fait, c'est même... Les gens découvrent même beaucoup plus vite qu'ils ne pensent les avantages du train, parce qu'on le voit sur une ligne depuis Bellegarde. Dès que c'est passé à la demi-heure, on a un résultat beaucoup plus fort même que ce qui se passe sur le canton de Vaud, où il y a 27% des pendulaires qui viennent en train. Mais là, on approche des 40%. Donc c'est extraordinaire de voir, dès qu'il y a une offre, on arrive tout de suite. Et on est toujours dépassé par le succès, surtout quand on a des offres extrêmement performantes. Mais c'est clairement l'aménagement du territoire qui doit proposer des entités aussi beaucoup plus mixtes pour qu'il y ait des activités, des loisirs, parce qu'on sait aussi que la majeure partie des déplacements, c'est aussi beaucoup des loisirs. Et les loisirs, les activités, le logement doivent retrouver une certaine mixité. C'est au fond retrouver la ville ancienne quelque part, puisque c'est que pendant quelques décennies où on a voulu serrer les problèmes, ici pour dormir, ici pour travailler, là pour se détendre. Et retrouver cette mixité, c'est ce qu'il faut aussi faire. Et si on regarde les méga-trains à très long terme, on voit des choses comme les gens reviennent vers la ville. Donc on n'a pas que des gens qui quittent la ville pour aller de plus en plus loin. Donc on voit vraiment à assez long terme vraiment un retour vers l'urbanité et les villes. On voit aussi un vieillissement très important de la population qui va créer des problèmes très très importants dans le domaine des transports et de la mobilité. Donc il faudra bien tenir compte, c'est clair. Et je crois que ça, c'est plus compliqué de dire il y a uniquement l'aménagement du territoire qui régit les choses. Je crois que c'est relativement complexe la gestion de la vie sociale finalement. Ce n'est pas la mobilité n'étant qu'une des dimensions de cela. Et on a quand même la chance d'être ici sur le bassin lémanique, dans une des régions les plus dynamiques d'Europe, qui a, elle, des problèmes de croissance à résoudre, alors que vous avez ailleurs en Europe des grandes zones on a des problèmes de riches. Croissance à résoudre. Je préfère, quant à moi, m'occuper des problèmes de croissance, des problèmes de mobilité, de mettre en place une offre supplémentaire, de mettre en place du matériel roulant plus performant, avec aussi toute une série de services additionnels, parce que les gens ne font plus que de se déplacer. C'est un lieu de vie, les transports, dans lesquels les gens communiquent, les gens échangent, les gens travaillent, les gens se détendent et vivent. Et ça, je crois que c'est des trends qui sont de plus en plus importants et qui arrivent. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les CFF sont en train de changer toute leur manière de voir les choses, et le nouveau slogan, c'est « En route comme chez soi ». Les trains maison. On est à la maison aussi dans les trains.